Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été l'idole des minettes avant de faire pâte de velours. On dit que le chat aurait 7 vies. Vous n'en êtes pas là. C'est dire si après 50 ans de carrière, vous avez tout l'avenir devant vous. Bonjour Christian Delagrange. Bonjour Jacques. Alors, comment allez-vous? Très bien, vous avez accueilli pour votre retour, voici quelques 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Ouais, oui. Et là, vous revenez avec un nouvel album, donc, et un double CD même ensemble dont on va parler. Oui. C'est-à-dire que vous poursuivez votre carrière, c'est reparti pour un tour. Pour un tour, pour plusieurs, même J'espère. puisque j'ai plusieurs vies. Exactement. Alors, on va évoquer ce nouvel album, mais aussi revenir sur votre parcours avec des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 5 avril 73. C'est la sortie d'un numéro de Stéphanie dont les ventes vont exploser grâce à vous. Vous en souvenez? Oui, je me souviens de ça. C'est avec Jean-Quentin Gérard, qui était le directeur de ce magazine. Et à chaque fois que je le vois, il me dit, tu sais que c'est le numéro qu'on a le plus vendu. Et ça m'a fait très plaisir. Plus de 600 000 exemplaires. Ouais. Il faut savoir que Stéphanie était un journal de jeunes concurrent de Salut les copains et de Podium. Oui, tout à fait. Et à l'époque, on posait pour ces journaux, on inventait des histoires. Ah oui, on faisait les photos et après on inventait une histoire d'après les photos. Voilà. Et c'était pas un problème. Non, il y avait jamais rien de vrai, mais c'était pas un problème, quoi. Je veux dire, même si un jour il y avait quelque chose de vrai, on n'en parlait presque pas. Ouais. C'était pas intéressant. Et ça faisait partie de la tradition des idoles du hit parade. Tout à fait. On était soumis au système. Voilà. On le faisait avec plaisir parce que c'était rigolo. Voilà. Alors, il se trouve que Jean-Quentin Gérard, lui, a inventé une presse, effectivement, Stéphanie, privée, qui était le concurrent de Playboy. Il avait un hôtel particulier où il y avait des flippers dans le salon, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et Vince Taylor qui était là tout le temps, qui était totalement oublié, totalement fou, qui expliquait que le Christ il le voyait chaque nuit, mais qui était là. C'est merveilleux. C'est une époque extraordinaire. Oui, c'est une époque extraordinaire. Mais il y en a qui continuent. Hein. Oui. Alors, à cette époque, vous n'avez plus un instant à vous, Christian Delagrange. Non, à cette époque et même maintenant, parce qu'en fait, c'est ça qui est merveilleux, c'est que la vie nous poursuit et nous pousse dans le dos pour qu'on continue à avancer. Et c'est à peu près 100 spectacles par an que je fais, donc ça fait beaucoup de déplacements. Voilà. Mais à cette époque, vous faites beaucoup plus encore, et tout a commencé avec cette chanson. Je m'ennuyais de la vie avant toi, Rosetta. Moi qui n'étais presque rien sans toi. Oui, Rosetta. Les années 70 ont été marquées par vos chansons et cette chanson. Tout à fait. Mais c'est ce qui est amusant, c'est que cette chanson, c'était Rosetta, c'était en fait Patricia Carly. Oui. Et moi, je sortais d'orchestre où on jouait du rock sans arrêt, donc j'avais plus tendance à crier qu'à chanter. Et le jour où elle m'a proposé cette chanson, je faisais un petit peu la tête parce que c'était pas mon style, quoi. Oui. Elle m'a vu, elle m'a dit, tu sais, si ça t'intéresse pas, Rosetta, on peut l'appeler Patricia. Alors, Oui. Patricia, c'était quand même la femme d'un producteur, on était chez lui. Et j'ai envie de te faire l'amour, qu'on vient la nuit, qu'on vient le jour, te voir sans peur, désobéir à ta pudeur. J'ai dit, non, Rosetta, c'est vachement original. Et finalement, quand on est arrivé en studio, il y avait l'arrangeur qui s'appelait Jean Bouchetti, et qui était là, et qui se précipite vers elle en disant « Bonjour ma chère Rosetta ». Et là, je me suis littéralement étouffé. Et elle s'est retournée vers moi. Elle m'a dit « Oui, parce que mon vrai prénom, c'est Rosetta ». Voilà. Et il se trouve que ça a été le point de départ de votre carrière. Une carrière que vous n'imaginiez pas au départ, Christian Delagrange. Ah, pas du tout. Non, j'y croyais pas. J'avais déjà eu 3 45 tours qui avaient été faits avant sous un pseudo qui était Chris Galbert. Le premier avait bien marchoté, il était pas mal du tout, ça en avait été fier. Le deuxième un peu moins bien, le troisième on s'était complètement ramassé. Donc je me disais une chanson qui marche, il y en aura qu'une, puis après il y en aura une ou deux autres qui vont se ramasser à leur tour, et j'y croyais pas du tout. Et c'était le point de départ d'un tourbillon. C'est vrai, c'était assez surprenant. Ouais. C'est-à-dire que les années 70, vous arrivez, vous devenez l'idole des minettes. Nous étions deux à nous partager Oui. la part du gâteau avec Mike Brandt. Oui. On n'était pas que nous deux, mais je veux dire, il y avait un impact assez fort et qui me surprend toujours aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre, d'une autre époque. C'est plus moi, quoi. Je veux dire, c'est tellement loin tout ça. C'est une autre vie. Mais c'était un tourbillon, c'est-à-dire que vous travailliez à l'époque jour et nuit entre deux concerts. C'était tout le temps, et la vie privée, il n'y en avait pas. Voilà. Et Mike Brandt, justement, a peut-être souffert plus que vous, il fallait résister à cette...
C'était très compliqué. Et après, il y a eu un moment donné un petit peu délicat. C'est comme les avions, quand on décolle, il faut atterrir. Hein. Et il y a un moment donné où il y a le disco qui est arrivé et ça a été très dur et pour lui et pour moi et certainement plus pour lui peut-être. Et justement, moi je me souviens des débuts de Mike Brandt, la première interview que j'ai faite, il parlait pas un mot de français. Non, du tout. Il chante en phonétique. Oui. Et là, vous avez créé des liens avec lui et vous avez senti quelqu'un de perturbé, car c'était quelqu'un de timide et perturbé. Il était très timide et c'est vrai qu'il était, lui c'est pareil, il était très étonné de ce qui lui arrivait, il en revenait pas. Et c'était quelqu'un, je me souviens de sa première expérience malheureuse en Suisse où il s'était défenestré. Et je l'avais appelé, il m'avait dit non, j'ai fait une bêtise, mais je recommencerai plus. Et puis quelques temps après, ça a recommencé. On sait pas comment, mais ça a recommencé. Oui, le mystère n'a jamais été élucidé. Non, ça n'a pas été élucidé. Mais il était terrorisé. Moi, il m'avait dit un jour, je change le numéro de téléphone tous les 10 jours, et les fans trouvent quand même mon numéro, alors qu'il faut des mois pour avoir le téléphone à cette époque-là. C'était un peu ça, c'était très compliqué. Et vous n'aviez pas ce même système, Christian Delagrange ? Moi, j'étais un peu plus discret. Je veux dire, j'avais pas trop ce problème parce que j'avais un numéro apparent qui était celle de la production, comme ça. En général, on faisait non, il vient de sortir, donc ils étaient persuadés que c'était ce numéro-là. Et c'est vous qui répondiez au téléphone ? Ça arrivait aussi. C'est ce que faisait Marlène Dietrich quand on l'appelait. Elle disait non, vous êtes chez le docteur Intel, alors que c'était parfaitement sa voix. Alors, ça veut dire qu'à cette époque-là, et on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui, Christian Delagrange, c'est un 45 tours tous les 3 mois. Tous les 4 mois. Oui. Tous les 4 mois. C'était un 45 tours, il y en avait 3, oui, peut-être 3. Ça se fatiguait très vite parce que, en fait, il y avait très peu de radio à l'époque et ça passait tout le temps, partout. Et donc, il y avait moins d'artistes, il y avait moins il fallait savoir chanter parce que maintenant on peut arranger tout ça en studio. Mais à l'époque, il fallait vraiment assurer et donc il y avait moins d'artistes et finalement, il y avait de la place pour tout le monde à l'époque. Bien sûr. En même temps, il fallait tenir le choc vocalement. Ça faisait beaucoup de kilomètres parce qu'à l'époque il n'y avait pas des autoroutes partout, il n'y avait pas de TGV, il y avait pas... Et quand ça m'a arrivé souvent d'avoir par exemple un spectacle à Bayonne ou à Biarritz, on partait le matin et on revenait le lendemain matin, on ne dormait pas sur place, on faisait aller-retour parce que le surlendemain on était peut-être à Lille ou peut-être à Strasbourg. Voilà, c'est très compliqué. Et comment on fait ? Voiture, tout le temps voiture. Pour que la voix tienne. Ah, là c'était compliqué aussi. Et à l'époque, effectivement, il y avait 3 radios et les chansons étaient choisies par des programmateurs. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Ah non, c'était assez surprenant. Je sais pas comment ça se passe maintenant parce que je sais pas si l'intelligence artificielle prend le dessus maintenant, je ne sais pas du tout, mais ça, je vais m'enseigner là-dessus. Mais il fallait devenir copain avec les programmateurs, il fallait voir tout le monde, c'était compliqué. Tout à fait, oui. Il y avait les émissions de Guy Lux aussi. Il y avait les émissions de Guy Lux qui nous aidaient beaucoup, il y avait 2 chaînes de télé, donc ça allait vite. Hein. Voilà. Et il y avait aussi des émissions dans les régions. Vous faisiez des émissions de télévision dans les régions. Les France 3, oui, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, des FR3 ou France 3, je sais plus. Oui, d'ailleurs, il y a une chanson par la suite qui est née dans une région et vous l'avez donné l'exclusivité au désespoir des grandes chaînes à cette région, c'est cette chanson. Toi, mon véritable amour, aussi vrai que vient le jour, tu es à moi. Cette chanson, je ne sais pas si vous en souvenez, vous l'avez présentée à Barentin en Normandie. C'est vrai, bravo. Et vous dites, je la chanterai en exclusivité ce soir pour la première fois. C'est la chanson d'un film de premier film de Roger Hanin. Oui, c'était Roger Hanin. On avait été avec Mémé Ibach chez Roger Hanin et il nous avait dit, voilà, je sors un film et je voudrais une chanson qui s'appelle Le Protecteur et je voudrais une chanson qui parle de l'amour d'un papa pour sa fille. Et ça donnait cette chanson. À l'époque, les chansons, c'était des mélodies, des paroles, et ça allait très vite. Ah, ça allait, oui, ça se faisait très facilement, parce que ça s'écrivait avec beaucoup de sincérité, et avec des mots populaires, avec des mots simples. Alors, il se trouve aussi que cette ville de Barentin, je ne sais pas si vous savez, c'est Nilda Fernandez, il a été professeur d'espagnol. Il a enregistré une chanson 76-360 où il dit du mal de la ville, et c'est là où vous avez chanté cette chanson pour la première fois. Alors, c'est vrai que les galas aussi, il y a de n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est une époque où il n'y a pas de zénith, il n'y a pas
de grandes salles, on chante parfois sur des terrasses, sur des planches, c'est quelque chose. C'était en général, oui, il y avait des espèces de podiums qui étaient dressés en pleine nature, et puis on chantait là-dessus. Moi, je me souviens plein de fois où on passait en voiture, enfin ça m'est arrivé quelques fois, on passait en voiture, sur la carte on avait marqué que c'était là, on passait devant, on n'avait rien vu, on a fait demi-tour, et le soir c'était bourré de monde, il y avait des milliers de personnes, quoi. C'était en pleine campagne. Il faut quelquefois improviser, parce que justement le son n'est pas à la hauteur, il n'y a pas la technologie d'aujourd'hui. Ça malheureusement le son c'était on devait apporter sa sono à l'époque. On avait le camion des techniciens, le camion des musiciens, et on faisait tout nous-mêmes. Voilà, je me souviens que ma première sono, je l'ai acheté mais c'était déjà un truc qui avait servi à un autre chanteur. C'était une occasion. Et ça vous a porté bonheur, notamment avec cette chanson. Sans toi, je suis seul. Sans toi, mon amour, la vie. Là aussi, les filles vous attendaient à la sortie. Oui, mais c'est aussi, ce qui est amusant, cette chanson, c'est que c'est autant Rosetta, au départ, j'étais pas convaincu. et ça a été la deuxième chanson, Sans toi, je suis seul. Et là, j'ai reçu plein de lettres, plein de courriers qui me disaient, quand on n'est plus ensemble, on s'aime tellement, mais malheureusement, on est séparés. Notamment un monsieur qui était en prison, qui écrivait ça, il dit, quand ça passe à la radio, j'entends cette chanson, je pense à ma femme et elle pense à moi. Voilà. C'est très beau. Voilà. Autre date importante dans votre vie aussi, le 25 juin 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Christian Delagrange. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Delagrange. Un nouvel album ensemble avec 2 CD, on va en parler tout à l'heure. Mais le retour aussi, alors on a évoqué vos débuts de carrière, l'année 70 où vous êtes avec Mike Brandt. Et puis le 25 juin 2003, c'est une date importante. C'est une émission de télévision encore en région, FR3 Atlantique, où le présentateur Bertrand Lefebvre vous demande « Mais qu'avez-vous fait pendant tout ce temps ?» Parce que finalement, vous avez disparu au temps du disco. Bon, c'est vrai que j'avais disparu sans disparaître. Enfin, disons que j'avais été un petit peu obligé de disparaître parce que le temps du disco. Parce que ça marchait plus. Vous aviez vendu 12 millions de disques quand même. Oui, non, mais on était complètement effacés. J'étais pas le seul. Il y avait Jérôme, il y avait Frédéric François, il y avait tous les copains de l'époque. Mais comment ça se fait ? Je pense qu'il y avait un autre style qui était arrivé. C'est un petit peu comme au 19e siècle. Hein. Il y avait 2 époques, une époque romantique, une époque réaliste. Oui. Nous, on était dans l'époque romantique des années 70, puis il y a eu l'époque réaliste, et puis voilà, ça a été comme ça, quoi. Et donc, il a fallu vous reconvertir du jour au lendemain. Alors là, je me suis reconverti j'avais une autre passion qui était celle de l'image. J'ai fait pas mal de reportages, j'ai fait pas mal de choses édifiantes et des moments difficiles aussi, parce que j'étais dans des pays qui n'étaient pas toujours gentils avec tout le monde, et donc je me suis retrouvé à toucher du bout du doigt le malheur des gens. Et là, ça m'a pas laissé insensible, et c'est là où j'ai eu l'occasion de monter une structure humanitaire qui s'appelle Assistance Humanitaire Internationale. Dont on va parler tout à l'heure longuement. Mais il y a une chanson qui symbolise ce changement, c'est Changer de vie. Ah. Changer de vie, changer de vie, mettre le cap sur un morceau de rêve, dans le brouillard chercher une éclaircie, changer de vie, changer de vie. Ceux qui nous écoutent et qui ont connu les années 70 connaissent forcément ces couplets, ce refrain. Oui, mais c'était la réalité, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Rien n'est écrit, je voulais le prouver. Voilà. Alors justement, quand du jour au lendemain, ça marche plus, d'abord le moral tombe. Ah oui, c'est un peu dur sur le moment, hein. Je veux dire, c'est pas évident. Et puis je me souviens de salles qui ressemblaient plus à rien. Je faisais quelques galas comme ça. Il y avait une poignée de personnes qui étaient là. C'était un peu délicat, c'était un peu dur quand on a envie de chanter. Oui, mais en même temps, ça ne marchait plus. Mais est-ce que le public qui vous aimait était parti vers le disco ou il n'y avait plus l'occasion de vous entendre? Non, il y avait des gens qui étaient encore là. Heureusement, il y avait encore des gens qui étaient là. Mais bon, il y avait plus on avait divisé par 4 ou 5 le nombre de personnes. Et c'est quand on est habitué à plein de monde, ça fait drôle au départ. Et c'est là où d'un seul coup on prend conscience que finalement peu de monde, mais on se bat encore plus
parce qu'il faut leur prouver qu'on est toujours là, et on essaye de donner le meilleur de soi, et c'est aussi une histoire d'amour qui naît, parce que quand on est peu nombreux, on communique beaucoup plus. Exactement. Alors, le fait de devenir reporter, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, les mini-caméras, c'était pas simple, c'était un nouveau métier. C'était des caméras qui pesaient très lourd sur l'épaule, et c'était une aventure, voilà, c'était... Et pourquoi avoir voulu devenir reporter de guerre ? C'est l'occasion qu'a fait le larron, hein. Moi, au départ, je voulais pas devenir ça. Oui. Mais je cherchais du travail. Et quand on est en freelance, on propose des trucs et on accepte et puis on y va, quoi, je veux dire. Vous vous souvenez de ces voyages dans ces pays, Christian Delagrange ? Oui, je m'en souviens très bien. Par exemple ? C'est de voir je me souviens toujours d'une petite fille qui était mal en point. Je vais pas faire un tableau parce que c'était pas beau à voir, mais je versais mes larmes moi aussi parce que c'est dur de rester insensible. Et puis on risque sa vie dans ces pays-là. On leur risque. En général, on faisait quand même attention, quand même. Enfin, moi, j'étais un petit reporter, hein. J'étais pas, mais c'est vrai que je touchais du doigt vraiment la misère et oui, ça m'est arrivé de me faire tirer par le gilet pour dire fais attention, on est en train de tirer sur toi, quoi. Oui, c'est ça. Hein. Et puis vous avez été aussi, Christian Delagrange, un pionnier du clip. J'ai fait les premiers. Oui, ça a été assez amusant parce que j'ai fait des clips, notamment j'en ai fait 3 pour Stéphanie de Monaco à l'époque. Comment c'est arrivé ? Ah bah c'était les producteurs qui m'avaient contacté et donc on a fait ça, on tournait en 35 mm pour dire à quel point c'était précis et lourd parce qu'il y avait une trentaine ou une quarantaine de personnes autour qui travaillaient, donc c'était une grosse production, quoi, finalement. Et je crois que c'était Jean-François Michael qui a été que vous avez connu aussi dans le monde de la chanson. Bien sûr, oui, qui a Dieu joli Candy, ouais, c'est lui. Et donc il vous a proposé. Et là aussi, tourner des clips, c'était novateur à l'époque. C'était assez récent et on écrivait. Ce qui était intéressant, c'est que aujourd'hui on fait des montages d'images. À l'époque, il y a vraiment une histoire. C'était un scénario qui s'écrivait et on racontait la chanson en images. Et à l'époque, on ne savait pas que les clips allaient prendre autant d'importance qu'aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est un métier que vous avez appris aussi sur le terrain ? Sur le terrain, mais c'est tout ce qu'on fait avec passion, on le réussit toujours. Oui, mais en même temps, Stéphanie était à la fois quelqu'un de très gentil. Elle est adorable. Adorable. Le contraire de ce qu'on peut imaginer. Oui, non, c'est pas du tout, enfin, c'est une princesse, dans le respect qu'on lui doit, mais c'est quelqu'un de très très gentil, d'adorable. Alors, les premiers clips, effectivement, ils apparaissent dans les années 70. C'est un outil de promotion pour les éditeurs et pour les maisons de disques. Et ça permet aux chaînes de télévision de diffuser des films à moindre coût. On pense déjà au coût à l'époque. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Et le premier clip qui a vraiment marché, ça a été Thriller de Michael Jackson et qui a marqué en 83 l'histoire. Et c'était un moyen-métrage qui a fait le tour du monde et qui a été diffusé sous forme de vidéocassette. C'est incroyable, hein. C'est le truc de fou, quoi. Ouais. Alors finalement, se retrouver dans un certain anonymat comme ça, c'est compliqué, c'est dur à vivre, Christian Delagrange. C'est pas facile parce que quand je faisais un clip, je m'adressais à des chanteurs. Oui. Et ça fait drôle. Alors du coup, je me suis fait un jour, j'ai sorti une chanson qui s'appelait Revenir et je me suis fait plaisir. J'avais des amis qui m'ont prêté, enfin qui ont réussi à m'arranger le coup, à me prêter un Mirage 2000 DA. Et j'ai fait un clip avec un Mirage 2000, la chanson qui parlait un petit peu du mec qui était pilote et qui était un peu mon aventure aussi, parce que quelque part j'ai beaucoup piloté aussi. Donc oui. Voilà. Vous rêviez d'être pilote d'avion? Je rêvais de rentrer un jour dans un pilote de ligne et puis j'ai passé l'âge et puis c'était plus bon. Et j'avais mes copains à l'époque, commandant de bord, parce que j'emmerdais tout le monde à l'époque. Dès que j'étais dans un avion, je voulais le connaître, le commandant de bord. Donc je rentrais, je sympathisais avec lui et je faisais souvent. Finalement, je les retrouvais, je faisais les vols avec eux. Et il me disait mais non, mais là laisse tomber, il y a trop de chômage. Et puis 5 ans après, ils en cherchaient de partout, il manquait de pilotes, quoi. Vous êtes passé à côté. Alors le retour s'est effectué en 92 au Casino de Paris, je crois. Tout à fait. Oui. Vous avez eu envie de revenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était surtout d'avoir un orchestre fabuleux qui était l'orchestre en école à l'époque, qui a accompagné Patrick Sébastien plein de fois.
qui continue à l'accompagner, parce que c'est un peu toujours les mêmes musiciens, et c'est une belle aventure d'être avec eux et de renouer avec le vrai spectacle. Vous aviez eu envie de revenir, ou ce sont les circonstances qui vous ont permis de revenir, Christian Delagrange? Non, on m'a invité, on m'a proposé à le faire, et j'ai dit oh oui. Et finalement, ça a marché tout de suite. Et ça marchait très bien. Le bien. public vous a pas oublié? Non, pas du tout, j'ai été très surpris. Et il y a une chanson qui était très célèbre avant et qui est toujours célèbre aujourd'hui. Tu es Cathy seule, sans défense, à peine assortie de l'enfance. Tu versais déjà trop de Tendre larmes. Cathy, c'est une chanson douce. Et c'est vrai que le public, dès votre retour, a repris vos chansons en chœur, Christian Delagrange. Oui, ils n'avaient pas oublié. J'avais même intérêt à faire gaffe, parce que des fois je me plantais dans les paroles et ils n'étaient pas contents du tout. Ils me regardaient, ils soufflaient, ils souriaient en disant ah, tu t'es trompé. Ça vous a surpris ce retour? Oui, c'est surprenant, mais c'est plus surprenant que ça, parce que le succès, c'est tellement éphémère, mais c'est de garder cet amour des gens. Enfin, c'est de voir que je compte encore pour eux, quoi. Je veux dire, c'est combien de fois je reçois des courriers ou des mails. Et je suis un des premiers à le savoir, une naissance dans une famille, un mariage, un décès, etc. Ou quelqu'un qui tombe malade, et on m'appelle au secours en disant tu peux pas lui faire un petit mot, une petite vidéo pour l'encourager, etc. C'est tout le temps. Voilà. Et ça veut dire que ce retour a été définitif. Vous aviez eu cette vague du disco, et aujourd'hui, pas question d'arrêter. J'ai pas envie. j'ai pas envie de les perdre, mes copains. Ils sont trop gentils, les gens. Le public est extraordinaire. Je les garde avec moi. Je suis égoïste. C'est le public d'hier, d'avant-hier, mais aussi un nouveau public? Oui, il y a de plus en plus de jeunes aussi qui merci papa, merci maman, parce que à chaque fois qu'ils viennent me dire, je dis mais tu connais mes chansons, toi? Je les vois sur scène, ils sont à quelques mètres de moi en chantant, ils connaissent toutes les paroles. Je dis mais comment tu fais pour connaître ça? C'est grâce à ma maman. Et ben voilà, comme quoi la vraie chanson traverse les générations. Voilà. On va continuer à parler de vous à travers une date très récente, le 23 mars 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Christian Delagrange. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Delagrange. On a parlé de votre passé, de ce trou noir que vous avez traversé, oui, comme on dit dans l'aviation, à la nage. Et vous êtes revenu. Vous êtes tellement revenu que le 23 mars 2023 est sorti un double CD, c'est-à-dire qu'on va évoquer en deux séquences, un CD de duo et un CD plus personnel, ça s'appelle Ensemble. Donc vous avez voulu faire deux CD en même temps. Oui, parce qu'il y avait cette occasion de faire des duos qui me plaisaient beaucoup, alors des duos actuels ou des duos virtuels aussi, parce qu'il y a on a réussi à coller des voix ensemble, c'est assez amusant, mais surtout aussi refaire un album avec de nouvelles chansons, parce qu'on a un peu mélangé tout ça pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, ça veut dire aussi que ces duos, il y a des souvenirs qui ont marqué votre carrière. Alors on va écouter quelques-uns de ces duos et puis raconter l'histoire. Il y a par exemple ces mots stupides. Et quand nous serons là, savoir lancer, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Une chanson au départ américaine qui a été chantée en particulier par Frank Sinatra et Nancy. En France, c'est Sacha Distel et Johanna Simkus qui ont créé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, je me souviens très bien de ça aussi. En fait, Johanna Simkus était une comédienne canadienne qui a été la comédienne préférée de Robert Enrico dans Les Aventuriers. Et ça posait un problème parce qu'elle a joué dans ce film et Alain Delon, qui était la vedette, voulait imposer Nathalie Delon. Et ça n'a pas marché, donc ça n'a pas été simple. Cette chanson, pourquoi cette chanson et qui est Jenny Live avec qui vous chantez? Jenny, c'est la nouvelle génération. C'était intéressant de la rencontrer. Cette fille, elle a chanté dans une comédie musicale, je ne sais plus laquelle. Les 10 commandements. On me fait des grands signes en à mon secours. Et Jenny a une très belle voix et c'était agréable de chanter avec elle. Et cette chanson, pourquoi cette chanson? Parce que j'aimais beaucoup Sacha Distel, j'ai beaucoup aimé aussi l'original, la version originale, et c'était vachement sympa. Quand on m'a dit on va faire
des duos, on m'a dit que tu as des chansons qui te viennent à l'esprit, et c'était une de ces chansons-là. Voilà. Et Ginny Live, travailler avec une nouvelle génération, c'est pas si simple au départ. Elle est très sympa. En fait, ça s'est très bien passé, sans problème, et ça a été un petit clin d'œil en même temps de se retrouver. Et j'espère que ça lui a plu. Je sais pas trop parce que depuis je l'ai pas trop revu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes voix dans la nouvelle génération. Il y a quelques belles voix aussi. Ouais. Mais vous n'avez pas pris de cours de chant? Non, j'ai pas pris. En fait, j'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans. Donc les cours de chant se sont faits sur le terrain. J'étais dans une chorale religieuse, et puis après, à 10 ans, j'étais soliste de la chorale. On était quand même 200 en Bourbon. Et puis après, voilà, les groupes de rock qui sont arrivés. On apprend à respirer parce qu'ils ont des gros amplis. Nous, on a des petites sonos pour arriver à se faire entendre. Et puis voilà, ça développe la voix, ça développe la cage thoracique, ça développe plein de le souffle et plein de choses comme ça. Il faut le garder, ce souffle, ensuite. On le garde en chantant tout le temps. Voilà. Autre duo qui est sur cet album, Sur ton visage une larme. Sur ton visage une larme vient de couler en silence à l'instant où je t'ai dit tristement je m'en vais demain. Alors je pense que celles et ceux qui ont connu les 60 nous écoutent. Et c'est là, un duo. on entend quelqu'un chanter le matin. Oui, c'est un duo. Et c'est marrant parce que j'étais sur la tournée à Tendre, et il y avait Bobby Solo qui était là, et je vais voir Bobby. Je lui dis, tu sais, je vais peut-être enregistrer ta chanson. Una lacrima salvis. Il me dit, tu vas la chanter en italien? Je dis, non, je vais la chanter en français. Tu vas la chanter en français? Mais j'ai jamais chanté en français. Je viens la chanter avec toi. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Il faut savoir que cette chanson, il l'a créée au Festival de San Remo en 64. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a été éliminé parce qu'il a chanté en playback cette année-là. C'est vrai, je savais pas ça. Et c'est devenu un succès mondial. Et l'année suivante, il est revenu au festival avec une vraie chanson, donc on a oublié, et il a gagné. Ouais, mais là, il a une superbe voix en plus. Je vois pas pourquoi il avait fait un playback, c'est idiot. Enfin, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est des rencontres comme ça. Cette chanson a marqué une génération. Oui, tout à fait, complètement. Bon, et comment il s'appelait celui qui C'est Lucky Blondeau. C'est Lucky Blondeau, c'est ça. Lucky Blondeau a enregistré cette chanson, c'est un de ses plus grands succès. Et c'est vrai que ça correspondait à une époque où l'on dansait le slow. Oui, on emballait sur les slows. Oui, ça, c'était très attendu par tous les garçons de la Terre. Lorsqu'on était dans un bal et qu'on attendait la série de slow, là, c'était le moment ou jamais de repartir heureux avec une jolie fille au bras. Et c'était important, les slows. Et vous, en tant que chanteur débutant, vous avez fait danser sur les slows? Ils dansaient beaucoup sur les chansons. Et il y avait aussi le côté rock and roll aussi. Et je faisais danser les copains, mais moi j'ai jamais appris à danser le rock'n'roll. J'étais comme un couillon quand on me disait tu viens danser, je sais pas danser. Mais cette chanson, Sur ton visage une larme, la nouvelle génération la connaît aujourd'hui. Je pense, ouais. Et Bobby Solo, je crois, vit en Italie aujourd'hui. Oui, il est en Italie, oui. Il continue à chanter. Il continue à faire des spectacles, oui. Comme vous d'ailleurs. Autre chanson qui est dans cet album, c'est Le Sud, avec Manu Dibango. On dirait le Sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement. Plus d'1 million d'années. Chanson avec Manu Dibango. Alors, Manu, tout le monde connaît cet extraordinaire saxophoniste. Et ce que personne ne sait, c'est qu'on était tous ensemble on était 3 copains. Il y avait Gérard Tempesti, qui est le producteur d'aujourd'hui. Il y avait Manu et moi, et on traînait dans les studios d'EK à l'époque, dans les maisons de disques d'EK. Et à un moment donné, évidemment, on espérait tous décrocher le contrat du siècle. On disait, tu es formidable, on va te faire enregistrer un disque. Non, on attendait, il n'arrivait rien. Puis à un moment donné, on fermait les portes. Et on était au mois de novembre, en plein hiver, il faisait froid, et on se réfugiait dans une brasserie qui était en face. Et là, on commençait à faire nos fonds de poche. Et on comptait les pièces.
Oui, d'accord. On peut se payer une bouteille de coca. Et on donnait l'argent au comptoir et on nous donnait une bouteille de coca et le mec était tellement sympa qu'il nous donnait 3 verres pour boire ensemble. C'était une belle histoire, quoi, hein. Et donc l'amitié est restée. Elle est restée, je crois que Manu a toutes les parties de sax depuis 20 ans, c'était lui qui les faisait. Et malheureusement, il a eu cette mauvaise idée de partir il y a 3 ans, mais Du Covid, hélas. Ouais. Et lui, le Sud, c'est une chanson qui vous collait à tous les deux? Alors oui, ce qui est amusant, c'est qu'à un moment donné, on avait envie on avait fait un album avec des grandes chansons françaises. On avait décidé de choisir les plus belles. Et donc on voulait une partie de sax dessus et Manu est venu en studio et il a dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse dessus. Et Gérard lui a dit écoute, joue tout le long, on verra, on piochera sur ce qui nous intéresse. Et du coup, comme il a joué tout le long, on s'est dit mais voilà, c'est un bel hommage à lui rendre de faire un studio virtuel. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une statue à Saint-Calais, près de Vendôme, une sculpture en hommage à Manu Dibango, Manu, ouais. Qui a été inaugurée en septembre 22. Et puis, une autre chanson aussi que tout le monde connaît, mais c'est un duo très particulier, Et maintenant, avec David Alexandre Winter. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu... Alors, ce duo avec David Alexandre Winter, on a un peu oublié qui était David Alexandre Winter. Oui, c'est Olivier Mairy, ça date des années 70, 69, voilà. Lady Mary, oui. Voilà, et David, on avait le même producteur à l'époque, hein, ce qui était marrant, et puis on s'est retrouvé avec de nouveau un même producteur, que Gérard aussi, à un moment donné, lui a fait réenregistrer des chansons, et quand on a fait ce duo, cet album de duo, on s'est dit tiens, allez, c'est une occasion de refaire une chanson partagée aussi tous les deux comme ça, qui connaissaient comme moi. Il se trouve que cette chanson, c'est une chanson de Beko Oui. qui est née lors d'une rencontre avec une comédienne qui avait une histoire d'amour, Elga Andersen. L'histoire dit que ce serait sur le vol Paris-Nice. Apparemment, c'est sur le vol Paris-Genève qui serait rencontré à l'aller et au retour. Ah, ça change tout. Ça change tout. Alors David Alexandre Winter, moi je vois régulièrement des messages de lui sur Facebook où il dit « Je reviens en France », alors qu'il n'est jamais revenu depuis des années. Oui, je sais pas. J'ai du mal parfois à comprendre le cheminement, mais c'est peut-être pas si facile que ça de revenir. Hein, je veux dire, il est aux États-Unis depuis tellement longtemps que c'est compliqué. Voilà. Mais en même temps, vous avez une correspondance suivie tous les deux. Et peut-être qu'un jour il reviendra en France parce qu'il a un passé et une voix toujours. Je sais qu'il aimerait beaucoup. Voilà. Donc je lui dis, je souhaite tous mes vœux de réussite dans cet événement. En tout cas, on l'attend et il sera le bienvenu dans les clés d'une vie. Alors, Autre chanson aussi très célèbre, Pauvre diable. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous désarment. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. C'est un extrait encore de cet album Ensemble avec Sébastien El Château. Voilà, tout à fait. Alors Sébastien, on a toujours la même chose, on a le même producteur, et donc c'était l'occasion de voir tous les copains qui sont dans ce label et de les retrouver et de se réunir et de refaire un petit clin d'œil comme ça avec lui. Je sais qu'il a ses gitanos dans son interprétation et moi avec la mienne, et on a mélangé les deux. C'était très drôle. Alors, cette chanson Pauvre diable, tout le monde l'appelle Vous les femmes. Ça a été les femmes, le ouais. premier succès de Julio Iglesias que vous avez aussi côtoyé dans les années 70. On s'est rencontrés en Espagne, oui, à l'époque. Ouais. Mais à on avait l'époque, fait des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, des émissions un peu spéciales où il y avait beaucoup de chanteurs. Mais là, lui aussi a été une vedette incroyable. Ah oui, lui, ça a été une star aussi. Pareil, il a eu beaucoup de succès et je crois que personne ne l'a oublié. Hein, de toute façon. Non, il vit aujourd'hui à Miami où il serait, selon certains bruits, un peu fatigué, mais il avait un sourire et une joie. Et c'est un séducteur. Vous aviez le même public ? Ah, je pense qu'on devait avoir le même public à peu près. Oui, de toute façon, oui. Je crois que
les dames et les demoiselles et les dames succombaient sous son charme. Voilà. Il faut savoir qu'il a écrit un livre de souvenirs, que ça a failli devenir au départ un feuilleton de radio pour l'été. Donc on a déployé les grands moyens jusqu'à Miami pour emmener le texte, pour lui faire lire. Il s'est mis devant le micro et on s'est aperçu qu'il ne lisait pas en français. Ah, ça a été un véritable problème. Ça a été un véritable problème parce qu'il a fallu enregistrer ce feuilleton avec quelques bouts de phrases et le retravailler ensuite, ce qui n'a pas été simple. Non. Mais c'est vrai que là aussi, ce sont des artistes qui, comme vous, ont marqué une génération. Les femmes et les hommes aussi. Oui, mais c'est amusant parce qu'à l'époque il y avait des petites jalousies quand la femme du monsieur était un peu trop séduite par le chanteur. Oui. Il mettait un petit frein, voilà. Et puis maintenant, non, il y a plus ce problème-là. Et ils ont tous un certain âge. Et quand ils viennent, ils avouent. Franchement, ma femme était amoureuse de vous, mais franchement, mais moi aussi, ça faisait plaisir. Ça fait plaisir. Alors dans ce CD, il y a effectivement ces duos, mais il y a aussi d'autres chansons. On va les évoquer à travers une autre date très particulière, le 7 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Christian Delagrange. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Christian Delagrange. On a parlé des années 70 qui ont été mythiques pour vous et pour celles et ceux qui vous aiment. On a parlé de votre retour, on a parlé de ces duos que vous venez d'enregistrer. Et ces duos, justement, sont dans l'album Ensemble, un double CD. Et l'autre CD, ce sont des chansons des anciennes et des nouvelles, parce que vous avez voulu mélanger les deux. Oui, souvent on me reproche... un nouvel album, on me dit, mais les anciennes, elles y sont. Donc, il n'y a rien de plus simple que de faire un petit coucou avec les anciennes. C'est des chansons qui ont été réenregistrées vocalement. Donc, c'est une part de nouveauté. Mais ce sont les anciennes chansons, effectivement. Et votre voix n'a pas changé depuis 50 ans? Non, j'ai pas mal, si, elle est un peu plus grasse, un peu plus assise. On prend de la maturité dans la voix aussi. Mais non, ça va, j'assure toujours. Oui, donc, avec pas d'alcool, pas de tabac pour que la voix reste. Oh là là, oui, sans tabac et sans alcool. Alors, si j'ai parlé du 7 avril 2024, c'est que c'est une date importante car vous lancez une croisière de 10 jours en Égypte, une croisière caritative. Et ça, c'est important pour vous. Bien sûr, c'est l'occasion de faire entrer aussi de l'argent dans cette ONG. Je la préside depuis 2007, voilà, je l'ai fondée et nous avons construit beaucoup de choses, des immeubles pour accueillir des enfants abandonnés ou délaissés, accueillir aussi des malades avec un hôpital qui était complètement qui faisait 100 mètres carrés au départ et qui a fait 3000 mètres carrés à l'arrivée. Donc on a tout détruit, on a tout reconstruit. Et 3000 mètres carrés en Afrique, c'est gros, c'est grand, c'est un grand truc et ça touche plus de 500 000 personnes. C'est très bien. Alors justement, on va expliquer comment vous êtes arrivé à ce cheminement. Mais les croisières, c'est aussi une façon de faire entrer de l'argent parce que vous chantez à bord, naturellement. Oui, je chante à bord, mais il y a aussi des spectacles qu'on fait avec grâce à aussi des copains qui viennent me soutenir, des copains chanteurs qui viennent me soutenir et qui viennent bénévolement chanter. Et c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Hein. Exactement. Alors, parmi ces chansons que vous chanterez dans cette croisière de 2024, il y en a une qui figure dans cet album, c'est Petite fille. Petite fille, je sais pourquoi tu pleures tous les jours. Tu es en train d'apprendre qu'en amour, ce que l'on veut avoir, on ne l'a pas toujours. Petite fille. Alors, les croisières, c'est un phénomène nouveau, Christian Delagrange, avec des artistes. Ça existe depuis une dizaine d'années. Oui, ça fait pas mal de temps quand même que ça existe, même plus de 10 ans. Avant, c'était du théâtre, beaucoup, et les chanteurs sont venus aussi. Pour vous, c'est une chose que vous avez découverte aussi. Oui, c'est une occasion aussi de passer un peu de vacances. Oui. C'est pas mal non plus, mais j'ai toujours été, j'avais 4 passions dans ma vie. J'avais la chanson, j'avais l'image, et j'avais de l'aviation, et j'avais la mer aussi, parce que j'ai eu plusieurs bateaux, et donc... Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et qui est impressionnant. Bon, maintenant on prend plus de risques avec les bateaux qu'il y a, ils sont tellement gros que, mais partir sur un voilier et traverser l'Atlantique, il y a des fois on peut se dire, je suis fou, quoi. Voilà. Mais là, sur les paquebots, en plus, c'est un public fidèle. J'ai vu des gens qui font des croisières, mais pratiquement 3 à 4 croisières par an.
Oui, mais ils ont raison, c'est vachement sympa. Il faut vivre, mais c'est ça, c'est l'occasion de pouvoir dire, ben voilà, j'ai vécu, j'ai vu plein de pays, et malheureusement pas trop sur les bateaux, mais j'ai rencontré plein de gens, mais des gens différents, mais c'est quand même un mélange de culture et une occasion de rencontrer de faire plein de découvertes, quoi. Oui, mais ça fait partie de votre nouvelle vie aujourd'hui, les croisières. Il y a 10 ou 20 ans, vous n'auriez peut-être pas fait, Christian Delagrange. Il y a en 70 ma première croisière. C'est vrai? Oui, c'est en 70 et j'étais parti pour 15 jours sur un bateau anglais qui avait négocié avec des Français pour faire une croisière. Et finalement, le tour opérateur en français a jeté l'éponge et je suis quand même parti parce que j'avais mon contrat signé, je voulais partir, je suis monté à bord de force. Et finalement, ça se passait pas très bien au départ, et puis pour 15 jours. Et puis finalement, ça s'est tellement bien passé à l'arrivée qu'ils m'ont gardé 4 mois. Alors, il se trouve donc, j'en reviens à cette croisière caritative et au côté caritatif. Vous avez créé donc votre ANG Assistance Humanitaire Internationale, oui. Parce que vous n'étiez pas vraiment content des autres ONG. Après toutes ces aventures que j'avais eues au niveau de l'image et des rencontres que j'avais faites et des souffrances que j'avais découvertes, je voulais vraiment faire quelque chose. Et parce que vous pensiez que c'était important. Oui, je pense que c'est un moment donné où il faut réagir et il faut arrêter de regarder son nombril et de regarder un peu le nombril des autres parce que il est pas toujours bien heureux. Et donc je suis parti dans cette aventure avec une ONG dont je citerai pas le nom, mais malheureusement j'étais responsable régional et je pensais que ça allait bien se passer et finalement non, il y avait beaucoup de dérives et le président voyageait en first et machin. Chez nous ça n'existe pas parce que on voyage avec nos moyens. Donc, si on a les moyens de se payer une casse à faire, on le fait, mais c'est tellement plus simple de faire un voyage parce que ça sort de notre poche. On part comme tout le monde en classe touriste et on arrive à la même heure et à nos propres frais. Voilà. C'était un jour... C'est comme ça qu'on a de l'argent, qu'on arrive à avoir de l'argent. C'est pas en dépenser pour rien. J'ai vu un jour un dessinateur avec qui on a donné un billet de première dans une maison d'édition. Et donc je prends un billet de seconde parce que finalement le train arrive en même temps. C'est ça. Alors créer une ONG, c'est pas si simple et vous n'imaginez pas faire ça. C'est un travail très particulier, Christian Delagrange. J'avais la chance d'avoir déjà été responsable régional dans le sud de la France de cette première ONG et le jour où j'ai décidé de partir de voguer par de prendre mes propres aventures, enfin de créer mes propres aventures, et j'avais déjà pas mal de copains autour de moi. On n'était pas nombreux au départ, c'est vrai, mais petit à petit ça s'est arrangé, ça a filtré, on a dit celui-là il est bien, il faut vraiment qu'on se le garde. Et maintenant on a que des gens de cœur, des gens vraiment, des vrais gens, des vraies personnes. Ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est qu'il y a une moralité qui s'en dégage, c'est que les gens sont formidables quand ils ont souffert dans leur vie. C'est assez curieux. Quelqu'un qui a toujours eu que du bonheur, qui a eu toutes les réussites, il est pas réceptif de la même façon. Et là, c'est de belles aventures humaines qu'on rencontre à nouveau aussi. Oui. Mais encore faut-il trouver les bonnes aventures, ceux qu'il faut aider. C'est pas simple, faut pas se tromper. Oh, avec le temps, on a ce qu'il faut, on en a même trop. On aimerait faire plus, mais à un moment donné où il faudra encore plus d'argent, quoi. Mais c'est un énorme travail, Christian Delagrange. Non, c'est pas un travail, c'est une passion. Voilà. Mais une passion qui demande quand même des heures et des heures entre deux concerts. Moi, ça demande à être présent, mais là, maintenant, je suis bien appuyé. À l'époque, j'étais assez seul, mais maintenant, j'ai du monde derrière moi. Et avec beaucoup de gens dans beaucoup de pays que vous aidez? Oui, on a à peu près 25 pays dans lesquels on est venu aider. Oui. Et une chanson de ce nouvel album, Ensemble, résume ce que vous faites, c'est se battre pour l'honneur. Pour les siens, nos cœurs scellés partout, nos chagrins. Mais restez nobles et fiers, tombés au champ d'honneur. Se battre en guerrier pour demain. Se battre pour l'honneur, se battre pour les siens. Nos cœurs scellés ça, c'est une nouvelle chanson de cet album. Oui, ça c'est une chanson, c'est un essai que j'ai fait en fait. Au départ, c'est un ami anglais qui a un grand orchestre, un orchestre symphonique qui m'avait demandé d'écrire un texte dessus, mais qui parlait de la guerre de sécession.
Et en fait, je lui ai envoyé ce texte. Je sais pas où il en est aujourd'hui dans son idée de comédie musicale, mais je l'avais écrite et je voulais absolument je voulais pas que ça tombe dans l'oubli, quoi. C'était un essai que j'ai fait et j'ai pris plaisir et puis on s'aperçoit qu'elle est vraiment malheureusement trop d'actualité, quoi. Oui, exactement. Alors, c'est-à-dire que cette chanson fait partie de cet album, comme les autres, et ça veut dire que vous donnez une centaine de concerts par an, vous l'avez dit. C'est pas si fréquent aujourd'hui, Christian Delagrange. J'aime chanter. Donc, il y en a qui vont faire le difficile. Moi, je fais pas le difficile parce que le difficile, c'est de dire, il y a que 300 personnes dans cette salle. Non, j'y vais pas. Moi, si, j'y vais parce que justement, je vais rencontrer les gens. Et d'ailleurs, vous avez chanté aussi bien sur des grandes scènes que dans des dîners-spectacles. Tout à fait. Et on est très très bien comme ça. Et c'est au contraire, c'est là qu'il faut se battre. Il faut être au-dessus de tout parce que c'est quand il y a une salle de 3-4 000 personnes, forcément c'est comme si on faisait de l'hypnose, il y aura toujours quelqu'un qui tombera dans le panneau. Là, c'est de l'hypnose d'éveil de chanter. Hein. Oui. Il faut vraiment se battre parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il faut tous les faire tomber sous cette hypnose, soit les emmener dans notre monde, de les faire oublier leurs problèmes et on est ailleurs, on est dans un voyage. Voilà, un voyage, justement, un voyage dans le monde. Ce monde, c'est une chanson de cet album. Le monde sera fait pour toi et personne n'y viendra que toi. Le monde, ce monde, c'est une chanson aussi de votre passé. C'est une chanson italienne au départ qui a fait le tour du monde. Et un jour, j'étais avec Richard Anthony et on devait faire une fête dans le sud de la France, de fin d'été. Et il avait pris froid. Et il me disait, j'arriverai pas à chanter. Et il m'a demandé de chanter une chanson à lui. Et j'ai dit, écoute, tiens, il y en a une que j'ai souvent entendue parce que elle a tellement fait le tour du monde que tout le monde l'a chanté, Tom Jones, tout le monde l'a chanté. Et un jour, je l'ai enregistrée, je vais pouvoir te la faire. Et c'est comme ça que c'est né. Voilà. Alors, il se trouve aussi que vous annoncez vos concerts par un site Facebook et vous précisez qu'il y a des faux Christian Delagrange sur ces sites. Oh là là, c'est les fausses pages, il y en a 7, 8, 10 par jour. Comment ça se fait? Ça en passe beaucoup de temps à tout enlever parce que malheureusement les dames qui me suivent sont des dames qui sont pleines de tendresse et qui sont un petit peu des fois malheureusement naïves. Elles se laissent embobiner en pensant que c'est le vrai Christian Delagrange qui leur fait une déclaration d'amour et là elles tombent et comme par hasard il y en a même une c'est une histoire de fou parce que j'étais en train de dédicacer des photos à la fin d'un spectacle. Ils ont enlevé les photos qui étaient devant moi et ils ont remplacé par des lingots d'or. C'est facile de faire des montages photos. Hein. Et le bonhomme écrivait de ma part à cette dame en lui disant il faut que tu m'envoies de l'argent parce qu'il faut que j'arrive à soudoyer je suis au Brésil, il faut que je soudoie les gens, la douane pour qu'ils me laissent partir avec les lingots d'or, comme ça on pourra partager en arrivant. Et la dame a hypothéqué sa maison. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est un truc de fou. De toute façon, heureusement que vous défendez tout ça, que vous préservez. Je fais tout ce que je peux pour les préserver. Voilà. Pas facile. Et vous êtes aujourd'hui connu comme un chanteur de charme. Alors vous n'êtes plus un chanteur à minette, mais le charme, c'est plus sympa. C'est vrai. Et le charme, c'est le rock and roll et le rhythm and blues. Je veux du formidable rhythm and blues, entonné de la music soul, rejouer I Can't Turn You Loose. Je veux du formidable rythme. Là aussi, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui aurait pu être quelque chose d'hier, Christian Delagrange. Oui, ça, en fait, la chanson raconte. J'habitais dans la région de Grenoble et puis j'étais descendu sur Marseille, dans les environs, Aix-en-Provence exactement. Et je cherchais un nouvel orchestre et j'étais jeune, j'avais 17 ans. Je cherchais un nouvel orchestre.
Et je retrouvais pas. Et bien, on me disait si, va voir, il y a un orchestre qui s'appelle Les Diamants, ils sont super. J'allais les voir, puis je me disais, ils vont me dire, allez, viens. Et puis, effectivement, ils m'ont dit un jour, viens sur scène et chante avec nous. Et c'est ce que raconte cette chanson. Et effectivement, vous avez débuté dans le rhythm and blues. Vous avez même juste fait la première partie des Beatles à une époque. Oui, ça c'était un tout petit peu avant. C'est un coup de chance. J'avais aucun mérite. Moi, personnellement, c'est parce que j'étais avec un groupe qui s'appelait Les Vampires à l'époque, on avait les dents longues, comme quoi. Et il y avait eu un concours avec Roger Lamour au Palais d'Hiver de Lyon qui avait toutes ces premières parties qui étaient huées, sifflées par le public parce que le public voulait la star tout de suite. Et donc, il avait eu l'idée de faire un concours de rock avec tous les orchestres de la région. Et donc, on avait gagné une année et on a eu le droit de faire quelques premières parties intéressantes. J'imagine. Pour l'instant, c'est pas une première partie, c'est 2 CD qui sont sortis ensemble et une centaine de concerts par an avec cette voix intacte et qu'on reconnaît. Donc, vos fans d'hier et d'aujourd'hui, ils écouteront cet album et ils viendront vous voir sur des scènes. Ça, c'est une très bonne idée. Merci Christian Delagrange, continuez ainsi. Merci Jacques, merci beaucoup. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.